sommes vendredi 7 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la commémoration des 2 années du président Bazoum Mohamed à la fonction suprême de l'État. À suivre donc l'analyse de nos confrères sur la mise en œuvre du programme de renaissance à Acte 3. Il sera ensuite question de la mission conjointe du ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur à Agadez pour trouver des solutions à l'insécurité qui prévaut dans la capitale de l'Aïr. Nous terminerons avec la certification de cette semaine à Niamey par l'OAPI de l'oignon violet de Galmi. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Arimi Abba, il est journaliste à la radio alternative, bonsoir. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa, journaliste indépendant, bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a 2 ans à la tête du Niger depuis le dimanche 2 avril 2023. Candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, le président Bazoum a prêté serment le 2 avril 2021 après avoir remporté l'élection le 21 février avec près de 56% des suffrages exprimés au second tour, consacrant ainsi la première alternance démocratique du pays. De ce fait, le Niger est perçu comme une démocratie en constante progression. Il est plusieurs fois cité comme exemple de pays stable dans la sous-région. Avec son programme nommé le programme de Renaissance 3, dont le credo est consolidé et avancé. Je commence avec vous, M. Arimi Abba. Le président Bazoum Mohamed a donc 2 ans à la tête du Niger. Vous, quel bilan vous pouvez dresser de ces 2 années de mise en œuvre du programme de Mohamed Bazoum? Merci. C'est compliqué puisqu'il a consolidé et continué. Dans les faits, j'ai l'impression que, bon, c'est peut-être ça, mais c'est quand même différent de ce à quoi on a été habitué sous Issou. C'est-à-dire concrètement Oui, par exemple, sur le plan, il y avait beaucoup de scandales, de corruption, de mauvaise gouvernance et tout. On a l'impression que, à défaut de réprimer ce qu'on a connu, ce qu'on a comme acte posé pendant les 10 ans du président Issoufou, au moins qu'il y a de moins en moins de scandales. Ça, je pense que c'est une réalité. Au plan sécuritaire, j'ai constaté aussi qu'il y a une accalmie. Bon, sur ce plan, on ne peut considérer que c'est une continuité. Accalmie, malgré les quelques attaques qu'on entend, parler de quelques attaques. Parce que nos militaires étaient tués par centaines. Il ne faut pas oublier Chinagoden, il ne faut pas oublier Inates, Kangarla, tout ça, au bord du lac. Ce n'est plus des attaques de cette ampleur. Mieux, au plan international, j'ai l'impression que sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le Niger a gravi quand même un échelon et que le Niger est quand même relativement cité en exemple. D'aucuns parlent aussi d'une accalmie peut-être à Difa de la avec justement, les attaques de Boko Haram. Justement, à Difa aussi, vraiment, même des retours des populations à leur village d'origine. Au plan scolaire, parce que c'était aussi l'une des priorités du président Bazoum. Bon, c'est difficile à évaluer. N'oubliez pas que la première année du président Issoufou, on nous avait dit qu'il a été construit plus de classes qu'il n'en a été depuis les indépendances jusqu'en 2011, ce qui ne peut pas être vrai. Et la suite nous a montré, parce que c'était des tas d'incendies, des classes en paillotte, des enfants qui sont assis par terre pour étudier. On a l'impression que c'est le cas, même si c'est récemment le recrutement des enseignants, le recrutement des infirmiers, ça a tendance à calmer d'ailleurs le front social, ça a tendance à être une réalité.
j'ai comme l'impression que 2 ans, ce n'est pas beaucoup, mais que le président Bazoum essaie de faire de son mieux. Bien surtout sûr, que avec beaucoup de défis se posent à ces différents secteurs tels que l'éducation, avec l'insécurité. Autant d'écoles ont été fermées. Tout à fait. Donc, c'est tout ça. Et je vais quand même parler d'un point que les autres confrères ne vont certainement pas évoquer, c'est le plan sportif. Oui. Bon, parfois, comme on le dit traditionnellement chez nous, chaque dirigeant a son étoile. Voilà. A son étoile. Et peut-être que le président Bazoum a aussi une étoile dans ce sens-là, parce qu'on a remarqué des sorties remarquées, des sorties vraiment appréciables des équipes nigériennes, notamment en football. Même si avec Issou, on a connu quand même notre taekwondoïne qui a remporté une médaille olympique, Alphaga. Mais on a vu le MENA tout récemment en Algérie, le MENA au Soudan qui vient de se qualifier pour une première CAN pour les U23. Ce n'est pas rien. Et il s'est personnellement intéressé à cette question-là. Donc, je trouve qu'il y a à dire, mais comme vous le dites, vous le savez, dans la réalité qui est nôtre, il y a beaucoup à faire et il faut aussi oser le dire, être en mesure de le dire pour que ça change vraiment. Il y a beaucoup de changements au plan jusque-là, je constate que beaucoup de gens sont dérangés pour des questions de publication comment on appelle, des textes sur Internet, pour l'avoir transféré. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut aussi, à mon sens, revisiter. Parce que la démocratie, c'est tout un tout. C'est un tout. On ne peut pas dire que non, on va faire ça, on ne va pas faire ça. Je crois qu'il doit encore faire beaucoup de choses. Le changement, on constate qu'il y a un changement, même si c'est le même parti qui est au pouvoir. Sincèrement, pour l'instant, on espère au moins. Beaucoup reste à faire, bien que beaucoup aussi a été fait, monsieur, selon Armi. Monsieur Garé, de votre côté, l'on se rappelle que le président de la République, Mohamed Bazoum, a dès son investiture mis en exergue les priorités de sécurité, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Selon vous, est-ce que vous pensez que, comme Arimi, que beaucoup a été fait dans ces secteurs? Oui, bien sûr que beaucoup a été fait. Mais vous savez, j'aimerais quand même rectifier quelque chose. Les gens sont en train de parler de bilan. Pour moi, je trouve que c'est trop tôt pour parler de bilan en réalité. Parce que le bilan, on le fait à l'issue des 5 ans de mandat. Parce que le président a été élu sur la base d'un programme. Il a promis de faire ça pour tel secteur, ça pour tel secteur, ça pour tel secteur. Donc c'est au bout de 5 ans qu'on peut en réalité faire des bilans. Maintenant, on ne fait que faire le point. 2 ans après, on fait juste le point en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je ne veux pas ajouter sur ce que Arimi a dit. Tout ce qu'il a dit est certainement vrai. Beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la sécurité. Tout le monde le voit, tout le monde le constate sur le terrain. On voit bien que les forces de défense et de sécurité du Niger sortent du lot quand on voit ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Vraiment, il y a une exception nigérienne qui est là, qui est complètement visible. Donc, la sécurité, elle n'est pas totale, n'est-ce pas? Mais on sent une amélioration, non seulement au niveau de la région de Difa, mais aussi au niveau de la région de Tillabéri qui était devenue... impactées. Mais oui, surtout parce que ces dernières années, c'était la région de Tillabéri qui était devenue la zone la plus névralgique, la plus sensible. Donc, il y a des améliorations qui sont faites. Et c'est dû à quoi? C'est dû d'abord à l'engagement du président de la République, c'est sûr, n'est-ce pas? Et c'est dû à la détermination des forces de défense et de sécurité qui ont encore beaucoup plus de moyens, maintenant aériens, des moyens terrestres. Tout a été renforcé. Le moral de troupes est renforcé. Le président de la République est parti dans des zones sensibles, là où il y a même l'insécurité. Voilà. Malgré les mises en garde parfois de ses proches, il est parti au charbon, il dit non, il faut que je parte, il faut que les gens sentent qu'on est avec eux. Voilà, donc, et ce sont des choses qui ont remonté le moral des populations et qui ont remonté le moral des troupes. En tant que chef suprême des armées, il est aux côtés de son armée. Donc, ce sont des trucs qui ont été faits vraiment dans le domaine sécuritaire qui permettent de dire qu'on est sur la bonne voie. Dans le domaine de l'éducation aussi, beaucoup de choses ont été faites, n'est-ce pas? Beaucoup de classes ont été construites. Je n'ai pas les chiffres ici, mais beaucoup de classes ont été construites. Des écoles normales sont en construction. Des écoles normales pour jeunes filles, comme l'école normale de Kélé, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont faites et il y a aussi la volonté du président de la République, je crois, de faire en sorte qu'on ait une éducation de qualité. Il l'a répété. Il dit qu'il veut une éducation de qualité. Et pour cela, pour qu'on ait une éducation de qualité, il faut qu'on ait des enseignants de qualité. Il faut qu'on puisse recruter les enseignants à partir d'un certain diplôme. Il dit le bac. Et faire en sorte qu'on puisse renforcer leur capacité pour que l'enseignement qu'ils vont dispenser aux élèves soit de qualité. Donc il y a beaucoup d'autres domaines dans le domaine du sport, c'est vrai. Il montre un attachement
vraiment exceptionnel au sport nigérien. Ça booste même, mais bien sûr, encourage il les reçoit. Dès qu'il y a une victoire, il fait un tweet. Enfin, il suit tout ce qui se passe sur le plan de la culture, sur le plan du sport. Il suit tout. Il regarde et il essaie d'encourager. Il reçoit les athlètes. Bien sûr, Youssouf aussi le faisait. Mais comme c'est une sorte de continuité, lui, il poursuit sur la même lancée avec beaucoup plus encore de trucs. Parce qu'il est conscient d'une chose. Un sport national qui brille, c'est le drapeau national qui flotte au niveau des concerts des nations. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de choses à dire, mais le bilan, on le fera en 5 ans, mais on peut dire que 2 ans après, on peut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Hussein Issa, on est sur la bonne voie. Que pensez-vous de ces 2 premières années du président de la République, Bazoum Mohamed? Moi, je serais beaucoup plus mitigé. Expliquez-vous alors. Moi, je ne vais pas me mettre dans des flagorneries par rapport à une situation qui est là. Quand Bazoum est arrivé, dans son discours d'investiture, il a parlé d'un certain nombre de choses. Les priorités, ça va être la lutte contre l'insécurité. Effectivement. La deuxième priorité, c'était l'instauration d'une bonne gouvernance démocratique à travers le bannissement de toutes les mauvaises pratiques, concussion, détournement de deniers publics, corruption, impunité. Tout le monde a acclamé. La priorité phare, c'était l'école. Il allait créer une situation, il allait amener des réformes au niveau de l'école. L'école était complètement par terre. Il allait créer un certain nombre de choses pour remettre l'école en salle. Première année, il n'y a pas eu de bilan parce que on ne parle pas de bilan en tant que tel, mais les réalisations au cours d'une année, c'est une tradition à laquelle, en tout cas, on a été, on a été habitué. Chaque année, à la fin, tu fasses le point par rapport à ce que tu as pu faire, ce que tu n'as pas pu faire. Mais cette fois-ci, avec Bazoum, on constate que il ne se présente pas devant les médias, mais c'est à travers le net, notamment sur le site. On publie des chiffres pour dire, voilà, dans tel secteur, on a fait ceci, dans tel secteur, on a fait cela. Bon, tout ça, moi, je considère qu'on met ce qu'on a envie de mettre, n'est-ce pas? C'est une communication. On va prendre, oui, c'est une communication, mais qui peut ne pas correspondre à la réalité. Parce que c'est quoi l'attente des citoyens? Tout le monde a acclamé quand il a dit qu'il allait lutter contre la corruption et l'impunité, n'est-ce pas? Il a commencé. Il y a eu quelques actes qui ont été posés, qui ont été salués, n'est-ce pas? Au niveau, comment dire, des banquiers ont été arrêtés, quelques. Mais voilà, un bon matin, ça s'arrête net. Alors que les dossiers, et même la justice, les magistrats ont dit, transmettez-nous tout ce que vous avez comme rapport d'inspection d'État et autres. Nous allons les traiter. Il y a la Alcia aussi qui a transmis un certain nombre, mais j'aurais appris qu'on a dit de bloquer tout ça. Il y a des dossiers des dossiers qui devaient être. Oui. Alors, si on veut vraiment créer les conditions, parce que c'est ça, on est tout le temps en train de se plaindre de quelque chose. Si on veut changer les choses, ce qu'on doit pouvoir sanctionner pour que ça ne se répète plus. On ne peut pas faire table rase et laisser les mêmes acteurs qui ont posé ces actes-là. Il y a beaucoup qui sont encore dans le système. Quand tu restes impuni, c'est que tu vas continuer à faire la même chose. Et alors, et on va se trouver dans une situation, pendant qu'on fait du bruit, pendant qu'on montre qu'on est en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de faire parce qu'on n'a pas sanctionné pour que ça serve d'exemple. Et les autres qui vont venir, ils vont se comporter de la même façon. Voilà c'est à quoi on est en train d'assister dans ce pays. Ça, c'est sur le plan. Les mêmes pratiques de concussion, de favoritisme et tout et tout. Depuis qu'il est là, il y a eu des concours où on dit, bon, un concours où, au bout du compte, c'est la triche. On reporte. C'est des pratiques et tout et tout. Est-ce que c'est concevable dans un pays où on veut lutter, y compris un concours, on ne peut pas l'organiser sans qu'il y ait des choses comme ça. Et que ça continue. Même quand il y a sanction, ça continue. Ça, c'est l'aspect, quand on voit l'aspect école, c'est des réformes, c'est un certain nombre de choses qui vont être faites. Il y a eu les classes, les internats et tout et tout. Bon, j'ai comme l'impression qu'à ce niveau aussi, quand ils décident de faire quelque chose, ils s'engagent tête baissée. N'est-ce pas? Par exemple, quand on prend cette idée, parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai discuté avec des gens, y compris dans des partenaires des systèmes qui interviennent dans le secteur, qui savent de quoi il s'agit. Cette histoire d'internat qui devient un récurrent, de jeunes filles qui devient récurrent. Le tout n'est pas la construction des infrastructures, c'est l'entretien. Un internat, c'est sur la durée. On a vu même les internats qui existaient à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand ça a commencé à se massifier, on était obligé d'abandonner. Et le système le plus, comment dirais-je, le système qui avait été préconisé, c'était l'histoire de mentorat ou de tutorat.
C'était beaucoup plus... Oui, c'était des alternatives, des propositions. Oui. C'est ça, les gens, même les partenaires ont préconisé ça. Ça nécessitait moins de coûts pour l'État parce que les internats, il faut entretenir, il faut nourrir. Il faut vêtir, c'est des bâtiments et c'est sur la durée. C'est pas au bout de 2-3 ans. Non, c'est sur la durée, longtemps. Il y a beaucoup de lycées qui ont disposé d'internats, mais tous ces internats ont disparu. Parce que tout simplement, c'est insupportable. Est-ce qu'on a réfléchi à où est-ce qu'on va trouver l'argent pour pouvoir les entretenir? Ça, c'est un aspect important. Maintenant, du point de vue aussi, un peu comme avait dit, il faut parler de ça. Du point de vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à ce niveau, c'est compliqué. C'est très compliqué. La vie est devenue plus chère parce qu'il y a des politiques publiques qui sont en train d'être prises, qui impactent directement sur les conditions de vie des citoyens à la base. N'est-ce pas? Mais l'un des facteurs, on dit que c'est la question de l'Ukraine, la situation en Ukraine. Quelle Ukraine ça? On met tout, l'Ukraine a le dos large, n'est-ce pas? On lui met tout. S'il y a des choses qu'on peut bien gérer, on s'est levé un bon matin, on a augmenté le carburant, le litre du gasoil. Ça a impacté sur pratiquement presque tous les produits de première nécessité ont connu une hausse de prix. Et l'État n'a pas été en mesure de mettre des mécanismes de contrôle pour plafonner. Aujourd'hui, il n'y a aucun produit que vous puissiez acheter avec certitude aujourd'hui à 25 francs et que vous allez le trouver demain à 25. Alors, on est dans quoi? On est dans une espèce de jungle où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que c'est ça, en tout cas, l'attente des citoyens? Les gens veulent que l'État soit là, quelque part, protecteur. Avec le peu de revenus que je gagne, que je puisse mener une vie au moins décente. En gros, donc, les défis qui se posent au président pour les prochaines années à venir sont énormes. Mais bien sûr. Le problème, c'est que les gens ont le sentiment qu'il n'y a rien qui est en train de changer de manière qualitative. Ça se dégrade plutôt. Vous allez faire un sondage, c'est ça, le plus souvent, les gens vont vous dire, ça devient de plus en plus difficile. Quels sont vos avis, donc, du point de vue sécuritaire sur les réalisations? Sur le plan sécuritaire aussi, on n'a jamais été confronté, comme ce fut le cas au Mali, avec des situations. Mais il ne faut pas perdre de vue, à Tillabéri, jusqu'ici, la situation est préoccupante, n'est-ce pas? Parce que, c'est déjà, ils viennent de manière sporadique, hein. Ils s'en vont. Ils vont revenir après. À Tillabéri, ils continuent à venir dans des villages, prendre la dîme, prendre de l'argent, prendre du bétail, tuer et s'en aller. C'est des situations qui sont là réelles. Brûler des écoles. Est-ce que ça, dans cette situation, on peut considérer qu'il y a l'accalmie, qu'il y a une situation, mais la situation est meilleure? Moi, je pense que non. La situation est toujours préoccupante. Et sans compter de l'autre côté, à Maradi, qui est centre-sud de ce pays, vous regardez ce qui se passe dans la zone de Maradi vers la zone de Madarofa. Quelle est la situation? Mais la situation est dramatique. Où des gens viennent, des bandits viennent, ils tuent, ils prennent régulièrement. Alors, on se retrouve, et aujourd'hui, c'est un peu la région de Dosso qui est en train aussi d'être affectée par cette situation. On espère qu'avec les années prochaines à venir pour le président, la situation puisse s'améliorer. Oui, Garé, qu'est-ce que vous rapidement clôture ce sujet? Voilà, c'est un débat. Vous savez, il y a une lecture qui est faite. Oui. Il y a celui qui voit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Nous, on a parlé un peu du côté positif. Lui aussi, il a parlé du côté négatif. Parce qu'il faut savoir ce qu'on dit. On dit que des choses ont été faites. On n'a jamais dit que tout est parfait. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il faut que ça soit très clair. Alors, on sait qu'il y a des problèmes. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est au bout de 5 ans qu'on va évaluer. Mais il y a des choses indéniables qui sont faites dans le domaine de l'école, dans le domaine de la sécurité. Ce n'est pas de la flagornerie, c'est des choses qui sont là, qui sont évidentes, qui se voient. N'est-ce pas? Maintenant, lui, il a mis l'accent sur ce qui est négatif. C'est son droit, bien sûr. Mais ça fait partie du débat, en fait. Merci. Oui. La question de la cherté de la vie qui vient de soulever, c'est extrêmement grave et on ne sent pas l'État, contrairement à des pays de la sous-région, le Bénin où nous avons vu, les salaires ont été augmentés, l'État veille au prix des denrées de première nécessité en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Au Niger, même le prix du gaz produit chez nous, on n'est pas parvenu à imposer. Et donc, c'est extrêmement grave quand même. Et ça, c'est malheureusement ce qui touche, c'est la chose la plus transversale qui touche à tout un chacun, sauf celui qui utilise directement l'argent de l'État. D'accord.
On espère bien donc, comme je le disais, que la situation puisse s'améliorer pour les prochaines années à venir pour le président de la République. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse. Le ministre de la Défense Al-Kassoum Indatou et celui de l'Intérieur Hamadou Adamou Souley ont effectué cette semaine une visite de travail dans la région d'Agadez sur instruction du président de la République. C'est une mission du Conseil de sécurité qui a pour objectif de trouver des solutions à la question sécuritaire qui se développe dans la région d'Agadez. Pour Al-Kassoum Indatou, ministre de la Défense, la situation sécuritaire de la région est inquiétante. On l'écoute au micro de notre correspondant Moussa Maman. Sur instruction du président de la République, il nous a demandé de venir pour discuter la question de la sécurité de la région d'Agadez avec les membres du Conseil régional de sécurité et aussi, après avoir discuté la question de la sécurité de la région d'Agadez, beaucoup plus spécifiquement dans la ville d'Agadez pour voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Les informations qui arrivent au niveau national sont assez inquiétantes sur la situation sécuritaire de la région d'Agadez et de la ville d'Agadez, à tel point que le président a pensé qu'il est nécessaire qu'on vienne discuter et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remettre vraiment la situation dans l'ordre normal. Voilà donc l'objet de notre mission ici. Donc c'est une partie du Conseil national de sécurité pour faire cette discussion, voir les mesures à prendre et prendre les mesures et les mettre en application. Il veut des résultats très rapidement que la situation de sécurité de la région et de la ville d'Agadez s'améliore d'une manière perceptible. Garé Amadou, le ministre a donc réaffirmé que la situation sécuritaire à Agadez est inquiétante. Selon vous, pourquoi? Oui, parce que Agadez est confronté à ce qu'on appelle un phénomène de grand banditisme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Agadez, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'on vous dise que des véhicules ont été arrêtés sur un chemin, ils ont été dépouillés de leurs biens et puis des gens ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis dans la brousse. L'armée, bien sûr, arrive de temps en temps à arrêter quelques-uns, mais apparemment c'est un phénomène qui est très diffus, qui devient de plus en plus récurrent. Et le pire, je crois que le point culminant de cette insécurité, ce qui a apparu au grand jour, n'est-ce pas, c'est lorsque un véhicule a été attaqué à quelques centaines de mètres de la base 201, qui abrite les drones américains, où il y a même des militaires américains. Et donc, les bandits ont arrêté un véhicule, ça a même été filmé, on a vu la vidéo. Oui, c'est comme dans un film, ils ont arrêté le véhicule, ils ont tiré quelques coups de feu en l'air, et puis ils ont pris 40 millions, ils sont partis. Comme ça, et à quelques kilomètres de la ville. Et en plus, il y a l'insécurité de la ville, il y a l'insécurité aux alentours de la ville. C'est-à-dire que Agadez, c'est devenu une zone extrêmement dangereuse. Moi, je me rappelle, en 2019, on était parti pour le festival de l'Aïr. On était dans un convoi de plus d'une centaine de véhicules. À un certain moment, on a arrêté les véhicules. On dit non, le chemin qu'on est en train de prendre là, il faut qu'on change de chemin parce qu'on a vu des gens suspects sur la voie. N'est-ce pas? On était obligé de changer de chemin. Vous voyez, donc ça prouve, et même à cette époque, en 2019, le président du conseil régional d'Agadez a été attaqué, dépouillé de ses biens. Vous voyez ce qui se passe pour l'Agadez? C'est-à-dire que ça, je vous parle de 2019, on est en 2023. Déjà à ce moment-là, il a fallu que Rissa Agaboula se fâche et qu'il vienne au niveau de la tribune dire aux familles des enfants qui sont en train de faire ça, de les ramener à la raison, que ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent arrêter de le faire, sinon ça va être, en tout cas, ça va barder. Donc c'est ça peut-être qui a... Mais l'insécurité est là, le grand banditisme. Peut-être qu'il y a une raison à cela. Vous savez, on a interdit, la loi de 2015 là, sur l'immigration a mis beaucoup de gens dans une situation d'insécurité. Parce que quoi qu'on dise, cette filière de l'immigration permettait à beaucoup de jeunes de la région d'Agadez, mais oui, d'emplois, beaucoup d'emplois au niveau des logeurs. Ils sont sans emploi. Et c'est pourquoi je vous dis, parfois, il y a des décisions qu'on prend, on se rend compte après coup que ce ne sont pas des bonnes décisions. On peut applaudir au début, mais on se rend compte que ça crée beaucoup plus de problèmes. Parce que ces gens qui sont désœuvrés, qui n'ont plus rien à faire, d'abord les sites d'orpaillage, on ferme. Vous voyez ce qui se passe? Ceux qui veulent même partir au niveau du sol, on ferme. Malgré qu'ils partent clandestinement. Voilà, mais on ferme quand même. On a arrêté la filière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on ne leur trouve pas des moyens de subsistance, eh bien, ce qui peut arriver, c'est le grand banditisme. Donc, la visite du ministre, elle est importante. Il faut partir, discuter avec les autorités régionales en matière de sécurité, voir les voies et moyens. Mais ce qu'il faut le plus, c'est trouver des opportunités à la jeunesse d'Agadez pour qu'elle puisse vraiment abandonner le chemin du banditisme qu'une partie a prise. Armi, vous, quelle explication donner à cette insécurité grandissante d'Agadez? Écoutez, on a en son temps parlé de cette loi 2015-36,
n'est-ce pas, sur la lutte contre la migration, je dirais. Moi, c'est comme ça que je vois cette loi. Au Niger, on a tendance à prendre des décisions sans se soucier des conséquences que ça peut entraîner. Là, parce que nos autorités voulaient plaire vraiment à leurs partenaires européens, tout de suite, ils ont pris une mesure draconienne qui est parvenue, je veux dire, à résorber le passage par Agadez. Parce que c'est de ça seulement qu'il s'agit, malheureusement. Beaucoup disent que Agadez est carrément devenue la frontière sud de l'Europe dans notre pays. Mais les conséquences, c'est quoi? Il y a 1 ou 2 ans après, en 2017, les autorités municipales, en fait, locales d'Agadez, n'est-ce pas, les associations des jeunes, ont fait une déclaration où ils ont relevé qu'il n'y avait plus rien à faire dans la ville, qu'il y avait un manque à gagner, y compris pour les mairies, à hauteur de 65 milliards de francs CFA, parce que il n'y a pas de taxes payées par les migrants, il n'y a pas de migrants qui s'en vont, la restauration ne marche plus, déjà le tourisme, on sait que ça ne marche pas. Depuis la première rébellion, Agadez n'est plus parvenu à reprendre. Les jeunes qui conduisent ces véhicules-là jusqu'à Agadez, jusqu'en Libye, n'ont plus d'activité à faire. Pire, des voitures ont été arrachées. Si vous voyez le nombre de 4x4 vraiment garés à Agadez et qui ont été donc comme ça anéantis, toute une richesse bloquée et anéantie, mais ça ne peut que donner ça. C'est valable pour tout notre pays en réalité. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des frères, un nombre important de jeunes gens qui ont souvent des choses dans la tête parce qu'ils ont étudié et tout, mais qui en Niamey, c'est fréquent aussi, tout comme à Agadez. Chaque fois, des bandits sont présentés au niveau de la PJ, n'est-ce pas? On va, et de plus en plus de filles sont concernées. Et de plus en plus de filles sont concernées. C'est ce qui est inquiétant, justement. Et donc, moi, je dis, des mesures d'accompagnement, quand on prend des dispositions pour lutter contre un phénomène, c'est extrêmement important. Parce que Agadez, pourquoi c'est Agadez? Parce que Agadez a déjà connu une rébellion. C'est valable pour le reste du pays où maintenant les armes circulent partout. Agadez a connu une rébellion, deuxième rébellion. Les jeunes ont appris la manipulation des armes, ils connaissent le terrain. Et donc, ce n'est pas étonnant. Mais aussi, c'est un vaste désert. C'est carrément la moitié du Niger, la région d'Agadez. N'est-ce pas? Et le désert étant là, le déplacement, c'est ceux qui maîtrisent le terrain qui le prennent en charge. Donc c'est tout normal, c'est tout à fait normal que ça arrive. Il faut prendre les jeunes en charge. Il faut prendre les jeunes en charge. Ce sont les alternatives, ça, la création des emplois, tout ça. Vraiment, là, il faut créer des emplois, les rassurer, parce que c'est la peur du lendemain aussi. C'est facile de dire non, le fils d'un tel est devenu un bandit, c'est un voyou, il prend de la drogue. C'est trop facile. Ça peut arriver à n'importe qui. Ousseini Issa, ces deux ministres sont donc à Agadez sur instruction du président de la République du Niger, ce qui signifie que c'est une situation inquiétante vraiment qui prévaut dans la région d'Agadez, malgré les forums sur la paix qui ont été organisés. Vraiment, vous, quelle est votre analyse de la situation? Le forum, ça ne se mange pas. Les retombées du forum. Quelles retombées? Aller réunir les gens pour dire, bon voilà, la paix c'est important. Ah, ça se mange. Tout le monde sait. Quand on a affaire à une jeunesse nombreuse, on ne prend pas n'importe quel type de mesure. Quand le gouvernement a décidé comme ça un beau matin, pour faire plaisir aux Occidentaux, on va arrêter. Quand ça s'organisait tranquillement à l'époque, n'est-ce pas? C'était carrément, Agadez était un carrefour où il y avait beaucoup de business. Les jeunes trouvaient leur compte. Rien que la traversée, vous pouvez aller et revenir, vous vous retrouvez avec 2 millions 500, des choses comme ça. Un bon matin, on se lève, on dit, bon, on finit, on criminalise. Aussi bien les passeurs, les chauffeurs, et même ceux qui font les petites activités. Oui, parce qu'il y avait autant d'activités autour de ces... Il y avait plein de gens. Il y avait un contrôle, la police était là pour contrôler. Il y avait toute la force publique qui était là pour contrôler, ça marchait. On se lève un bon matin parce qu'on veut faire plaisir à des Occidentaux qui sont à milieu, qui ne savent même pas, qui sont souvent à l'origine même de nos problèmes.
On vient s'asseoir pour dire, bon, on est parti faire un forum pour expliquer aux enfants, voilà, il faut rester tranquille. La paix, c'est important. Mais la paix, quand tu n'as pas mangé là, comment tu peux rester tranquille? Voilà. Ça, c'est un phénomène qui a contribué à accentuer. Parce que Rémi l'a dit, c'est une région qui a connu 2 rébellions. Oui. C'est-à-dire que le Maniema, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont été dans ces rébellions, malheureusement, qui n'ont pas été embauchés, recrutés. Après avoir déposé les armes, ils n'ont pas eu vraiment... Qui n'ont pas remis leurs armes, qui sont là. Alors, ils sont là, dans le désœuvrement, sans aucune possibilité, sans perspective. Ils retombent encore dans leur... Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai dit, ils sont allés se promener pour aller vouloir dire, revenez, déposer. Non. Quand quelqu'un prend goût à la chose, je me rappelle, la même situation s'est produite un peu à Difa. N'est-ce pas? Je ne sais pas, c'était en 2010 ou 2010, quand il y avait les recrutements au niveau de Agadem, où on a voulu accepter la jeunesse. La jeunesse de Difa, ça a fait des émeutes un peu à Difa. Voilà. Où carrément le Premier ministre 2012, Brigitte, s'est déplacé pour aller calmer. Mais on voyait venir, on n'a pas pris la solution. Et il y a beaucoup de jeunes gens qui sont allés avec les éléments de Boko Haram. Quand on voit les choses, ou quand on pose les actes, c'est des situations qui favorisent vraiment. C'est des situations, mais quand le feu prend là, allez vouloir jouer aux pompiers là, c'est pas évident. Ça ne marche pas. Parce que les gens à qui vous allez partir parler là, ces gens-là, c'est pas eux qui sont là pour vous écouter. Les bandits, les brigands là, ils sont pas là au forum pour écouter parce qu'ils disent, eux, ça les concerne pas. Toutes ces histoires de forum qu'on fait, eux, ils vivent en marche de la société. Ils considèrent qu'ils ont trouvé un mécanisme de survie. Comment voulez-vous que ça change? Mais selon vous, quelles sont les solutions vraiment envisageables pour faire face urgemment à cette situation? La solution partout ailleurs, c'est le développement. Créer les conditions d'emploi dans les régions. Faire en sorte que les gens puissent avoir des opportunités, des perspectives pour pouvoir travailler. Mais quand quelqu'un est là, il a atteint un âge où il doit quand même fonder un foyer ou des choses, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le plus souvent, c'est ça qui entraîne les gens sur ces... Parce que tu tombes dans un groupe, on va te dire, mais viens, on peut facilement se faire de l'argent. Venir braquer, c'est pas prendre une arme de guerre pour venir braquer. Mais le gars, il sait bien que lui-même s'expose. Il peut perdre sa vie dans l'opération. Mais il veut prendre ce risque parce qu'il sait que... Il faut essayer quelque chose avant de mourir. Alors, il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est de créer de développement dans ces zones. La solution, c'est peut-être de permettre à ce que cette situation-là reprenne. C'est-à-dire, mais on ne peut pas faire les gardiens, les gendarmes pour l'Europe. Ça n'a pas de sens. Oui. Aujourd'hui, quand je prends le phénomène, quand on est allé signer des accords avec l'Algérie pour dire à l'Algérie, il faut faire le rapatriement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'empathie. Parce que tous ceux qui se prennent de l'autre côté, que ce soit des Érythréens, que ce soit... On vient, on débarque, ils déversent ça chez nous, ils s'en foutent, ils ne cherchent pas à savoir. Au niveau régional, même les autorités régionales, des mesures s'imposent à eux vraiment pour faire... Mais les autorités régionales, ils ont quelles ressources pour pouvoir gérer ça? Quelle marge ils ont? Quand tu es débordé par les problèmes locaux, qu'est-ce que tu peux faire? C'est à l'échelle nationale qu'on peut trouver des solutions à travers un certain nombre de mécanismes, en mettant un certain nombre. Et regardez Assamaka, c'est comment Assamaka est devenu aujourd'hui surpeuplé, avec des nationalités diverses, des 15 ou 20. On souhaite donc vraiment qu'après cette visite, qu'on ait une suite favorable. Sujet du forum de la presse de ce vendredi 7 avril 2023. Plusieurs produits phares du Niger ont reçu cette semaine à Niamey des certificats d'enregistrement des indications géographiques protégées IGP par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. L'on peut citer l'oignon violet de Galmi, une reconnaissance qui réjouit ses producteurs. On écoute à Mustapha Kadri Serkin Abzine. Il est le président de l'Observatoire régional de l'oignon en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est interrogé par le studio Kalangou. Le violet de Galmi,
s'il est identifié géographiquement et que vous le produisez par exemple dans la région de Tawa, Tarka, donc il a une valeur plus que les autres produits. Vraiment, c'est une marque qui doit coûter cher parce que ce qui renferme ces oignons-là, ce n'est pas tout oignon qui le renferme. C'est pour cela que ça va apporter un plus aux producteurs et ça va amener un plus à l'État même du Niger. On a un cahier de charges. Le cahier de charges là doit être rigoureusement respecté pour que nous puissions gagner en tout cas quelque chose sur cette indication géographique. Il faut que tous les producteurs s'organisent. Il faut que tous les acteurs de la filière s'organisent, des stockeurs en passant par le commerçant et en passant par l'exportation. Il faut que nous cherchions des débouchés. Alors, Monsieur Armi, c'est une reconnaissance officielle de l'oignon. On tend vers la labellisation de ce produit phare du Niger, l'oignon vert de Galmi. Comment vous appréciez-vous cette reconnaissance? Écoutez, moi, ce que Moustapha Kadri vient de dire, il faut qu'on trouve des débouchés. Je trouve que c'est ça le plus important. Comment les personnes qui produisent cet aliment, n'est-ce pas, vont s'en sortir? En quoi le Niger vraiment, en quoi le Niger qui produit vraiment de l'oignon assez spécifique? Parce que c'est très bien de labelliser, oui. C'est très bien de protéger au niveau des instances internationales. Il faut aller à la source. C'est bien, mais est-ce que nous produisons suffisamment, n'est-ce pas, pour couvrir tous les besoins, au plan, y compris au plan international en ce produit-là? C'est ça le plus important. En fait, si on en a assez, c'est quelqu'un qui va essayer de faire et qui va produire du FEC, parce que c'est un fait de la nature. C'est un fait de la nature, c'est lié au sol de la zone qui est productrice de cet oignon-là, mais aussi c'est lié à notre climat. C'est tout un mélange vraiment qu'un homme ne peut pas facilement se mettre à reproduire. Et donc, pour le label, c'est très bien. Mais moi, je pense que comment produire, comment conserver, parce que tout le monde le sait, tous les Nigériens savent que c'est l'un des produits les plus difficiles à conserver, l'oignon. Oui, et donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. Moi, je pense que c'est au développement de ce produit-là, par exemple, comment on peut produire toute l'année, n'est-ce pas? Parce qu'on se connaît, il y a des périodes où le sac te coûte juste 4500 à côté de Galmi, et il y a des périodes où à 10 000, à 10 000 même, tu ne peux pas en avoir. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler pour que ça soit disponible d'abord pour nous, Nigériens, n'est-ce pas? Et que vraiment les Sud-Africains, partout en Afrique et en Europe, on vienne les chercher et qu'on fasse vraiment la publicité de notre affaire pour que ça se vende partout. Conquérir le marché chinois, pourquoi pas, ainsi de suite. Mais labelliser, c'est bien beau, mais c'est de la communication, à mon avis. Garé, le défi est énorme pour ces producteurs nigériens suite à cette labellisation. Oui. Oui, bien sûr, parce que la labellisation, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est comme un cachet de qualité qu'on donne. Voilà. Mais bien sûr, la qualité du violet de Galmi est connue de tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des Gabonais qui vous disent non, l'oignon du Niger, là, il est particulier parce qu'il est pimenté. C'est vraiment l'oignon qu'ils recherchent. Donc, là, c'est une reconnaissance internationale. Et ce qu'Armi dit est vrai. Il faut profiter de cette reconnaissance internationale-là pour ouvrir des opportunités aux producteurs. Voilà. Parce que le problème qu'on a avec le violet de Galmi, c'est le problème de conservation. Comment est-ce qu'on peut l'exporter? Je suis à un certain moment, certains Abs me parlait de la filière industrielle. Comment est-ce qu'on peut sécher, par exemple, le violet pour qu'il puisse être beaucoup plus gérable et qu'on puisse le transporter à l'extérieur. Mais là, déjà, il faut ouvrir des opportunités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'aime bien ce que la coopération italienne est en train de faire concernant les gens qui sont au niveau de l'agro-industrie. Créer des sortes de formations, amener l'expérience italienne en matière de commerce, en matière agricole et tout, et puis faire en sorte que les Nigériens puissent profiter d'autres opportunités de marché partout en Europe pour pouvoir exporter leurs produits. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour le violet de Galmi. Parce que pour le moment, c'est un violet qui est pratiquement consommé ici. L'exportation, la filière n'est pas très bien. On ne peut pas la cerner. Vous voyez, il y a un désordre. On ne comprend pas. À tel point que le désordre était tellement grand que certains pays de la sous-région étaient prêts, eux, à breveter le violet de Galmi qui ne leur appartient pas.
Et vous voyez vous voyez de lequel pays je parle. Parce que ce pays-là a déjà fait ça pour le kilichi. Ils ont déjà fait le kilichi. C'est le même des produits aussi qui a reçu cette certification, le kilichi. Donc il faut qu'on se réveille. On a des potentialités dans le domaine de l'agroalimentaire, mais qu'on n'arrive pas normalement à rendre plus vivable, je veux dire. À promouvoir. Il faut qu'on puisse vraiment entrer dans une ère où on peut faire en sorte que les produits nigériens qui sont reconnus comme étant des produits de qualité, qu'on puisse les rendre accessibles à l'extérieur. D'accord. Ousseini, vous, comment promouvoir davantage, comme l'a dit Gary, la production de ce oignon vert de Galmi? Mais ce qu'ils ont dit, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas d'autre mille manières. On peut labelliser tout ça. Si on ne crée pas les conditions pour que ça puisse être beaucoup plus rentable au Niger, je ne vois pas l'utilité et l'importance. Ça ne va rien changer du tout, absolument rien du tout. Parce que c'est à l'état brut comme ça, on met dans des camions, on traverse la frontière. Avant d'arriver, il y a une bonne partie qui est pourrie, il faut jeter. Et de l'autre côté, quand ça commence à se gâter, le commerçant qui va acheter, il va dire non, lui, il ne prend pas parce que le prix, ça ne rapporte pas grand-chose, n'est-ce pas? Il faut mettre en place des mécanismes de transformation où on peut transformer, on peut faire des conserves. C'est comme la viande. On est tout le temps en train de se vanter, nous avons la viande de qualité, nous avons ceci de qualité. Mais nous faisons quoi pour donner plus de valeur à ces choses-là? Est-ce qu'on fait quelque chose? On fait l'agro-industrie. Dans tous les pays de la sous-région, au Burkina, tu trouves l'agro-industrie, ça commence à prendre forme. Au Burkina Faso, on fait des jus qui sont de bonne qualité, de bonne facture. Au Bénin, c'est la même chose. Au Togo, c'est la même chose. C'est seulement au Niger où il y a pratiquement rien. On achète des produits d'ailleurs, je ne sais pas moi, des trucs chimiques, on vient, on met une usine en place, on transforme, on fait de l'eau, on dit du jus. Ce n'est pas local. Avec cette certification, on pense que vraiment ça aura un impact positif pour l'économie du Niger. Non, vous savez, la triche là. D'accord, ça a été machin. Et tout à l'heure, vous dites qu'il y a un pays qui a tenté de labelliser. Mais déjà, ils sont partis avec les chouches et tout, ils ont mis. Ça donne un peu. Les gens vont aussi tricher sur la base. Si on ne prend pas des mécanismes de protection pour pouvoir faire en sorte que le produit, vraiment, que ce soit un produit. Dès que vous le voyez, on sent que c'est le produit qui est venu du Niger. Parce que vous pensez que c'est parce que juste on a labellisé, c'est fini? Non, ils vont continuer. Oui, Arimi, rapidement. Ce qui favorise le plus la triche, c'est d'abord la non-disponibilité. Parce que si vous partez aujourd'hui, par exemple, à Rabat, vous allez voir l'huile d'olive, l'huile d'argan et beaucoup d'autres huiles. On te dit, ce lot, voilà son prix. Il y a une différence d'à peu près 500, 1000 francs entre les deux. Et c'est labellisé, produit par les femmes de telle région, sur telle montagne, sur telle colline, ainsi de suite. Et c'est disponible. Tu as la possibilité de choisir, mais aussi de comparer. Mais quand quelqu'un prend pour l'oignon de Galmi, il prend, oui, c'est l'oignon de Galmi, alors qu'il n'y a pas le vrai à côté de ce qu'il a fabriqué ou de ce qu'il veut vendre, celui qui va acheter va l'acheter comme oignon de Galmi. Donc il faut que ça soit produit en quantité et disponible vraiment sur tous les marchés demandeurs. C'est de cela qu'il s'agit et aussi miser sur la conservation aussi. Justement, il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Oui, rapidement, Gary, on est presque à la fin. En fait, la labellisation là, mais ça ne change rien à la dame qui va préparer son truc dans sa marmite. Je veux dire, la ménagère, ça ne change rien du tout, elle. Bon, voilà, donc le label, normalement, ça doit servir au commerce avec l'extérieur. Donc il ne faut pas qu'on oublie ce détail. Il faut que ça soit disponible. Par exemple, nous qui sommes nigériens pour le kilichi, quand on se déplace et quelqu'un vient nous tendre de kilichi, on goûte, on sait que ce n'est pas le nôtre. On sait que ce n'est pas le nôtre, mais c'est lui qui est... Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit, il faut que ça soit disponible. Si on veut vendre ça à Dakar, il faut que nos bouchers, ce qui est produit par nos bouchers ici, soit disponible à Dakar. Comme ça, quelqu'un qui va produire ça sur place, et on va comparer, c'est aussi simple que ça. Ça ne sera pas comme à Tessawa ou à Madawa. Et c'est ici donc que se referme le forum de la presse de ce vendredi 7 avril 2023. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Abba Arimi, journaliste à la radio alternative,
Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et M. Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous d'être venus. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Seyni Saka. Je suis Nefis Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.